À ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Madame Hortense Baguidi. Madame Hortense Baguidi est ancienne conseillère régionale à l'ONU-Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, violence, santé et VIH. Elle est chevalier dans l'Ordre national du mérite de la France pour ses 33 ans d'action dans ce domaine. Elle est aussi présidente fondatrice de l'association AWARD, qui veut dire Avancement des femmes pour le renouveau et pour le développement de l'Afrique, et vice-présidente de l'AIVE, Ligue internationale des femmes entreprenantes. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. La violence faite aux femmes, c'est un sujet qui est encore très présent dans nos sociétés. Pourquoi cette violence? Merci pour votre invitation. Je vous remercie de me donner l'opportunité de partager sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. On en parle beaucoup parce que c'est la violence faite aux femmes qui a empêché l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et on voudrait que, en ce qui concerne les objectifs de développement durable, que le coche ne soit pas manqué. Parce que la violence faite aux femmes constitue un manque à gagner considérable sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Pourquoi? Parce que déjà sur le plan social, les femmes c'est la moitié de l'humanité, et on dit même parfois un peu plus de la moitié de l'humanité. Et lorsque on ne prend pas soin des femmes, nous perdons. C'est pour ça que d'ailleurs mon association, l'association que j'ai fondée, AWARD, a comme slogan « Faire de l'avancement des femmes une récompense pour l'humanité ». À chaque fois que les femmes avancent, il y a un prix pour l'humanité. Il y a un progrès, quelque chose se passe. En chiffres, tout simplement, les enquêtes ont montré que les femmes consacrent 90% de leurs ressources à l'éducation, à la santé et à l'alimentation. Déjà, ça nous parle. Sur le plan social, on a besoin que les femmes avancent parce qu'elles accordent beaucoup d'importance à ce qui nous tient à cœur. Ce sont les 3 axes qui, généralement, tiennent à cœur en ce qui concerne nos gouvernements. Une chose aussi importante à dire, c'est que les violences faites aux femmes les empêchent de travailler. Les empêchent déjà, lorsqu'on parle des violences dès le bas âge, que ce soit les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les mariages forcés, ce sont des violences qui empêchent aux filles d'aller à l'école. Et on a constaté que parmi les filles qui vont à l'école, il n'y a que 5% qui atteignent l'université. On investit dans la scolarisation des filles, mais seulement 5% atteignent l'université. Et ça, c'est le niveau où on a l'accomplissement, où on peut vraiment contribuer de façon significative au développement, à la conception même des politiques de développement. Donc c'est un manque à gagner sur le plan social. Lorsque les femmes ne participent pas au processus décisionnel, alors que ce sont elles qui sont les garantes de la cohésion sociale, ce sont elles qui prodiguent des soins. Quand elles sont malades, il n'y a personne pour s'occuper de l'époux, des enfants et des seniors. Lorsque leur travail n'est pas reconnu, alors que dans certains pays, il constitue 34% des PIB, on ne peut pas profiter vraiment de ce que les femmes peuvent apporter au développement des pays. Il faut qu'elles soient dans de bonnes conditions, que les conditions du développement puissent être créées. D'un point de vue économique, le renforcement des capacités des femmes est très important, pour les raisons d'abord que je vous ai dites, qu'elles consacrent 90% de leurs ressources à la maison, mais aussi parce que ce sont les femmes qui nourrissent le monde. 75 à 80% de la nourriture qui est produite dans le monde est produite par les femmes. Mais il n'y a que 10% des femmes qui profitent des retombées de cela. Donc il est évident que si les femmes sont économiquement fortes, on aura des sociétés plus fortes. Et elles auront le choix. Elles auront le choix aussi de dire non à la violence. Le choix de dire, moi je voudrais que ma fille étudie un peu plus longtemps. Elles auront le choix de dire, voilà, je peux contribuer à mieux nourrir la famille, sachant que 20% de la nourriture que nous consommons va dans le cerveau. Donc, une femme qui peut contribuer à avoir une meilleure alimentation, contribue aussi à développer l'intelligence de ses enfants. Je ne dis pas que
ceux qui ne sont pas dans des bonnes conditions ne sont pas intelligents. Je dis que les conditions sont favorables lorsque il y a la possibilité d'améliorer l'alimentation des enfants. Par exemple, la femme qui est instruite aura de meilleurs réflexes sanitaires pour l'hygiène, pour aider même, et même économiquement. Si elle ne peut pas donner l'appui qu'il faut à ses enfants, elle peut aussi recourir à l'aide d'un répétiteur ou s'intéresser de plus près à ce que ses enfants font, parce que de fil en aiguille, elle est de plus en plus intéressée, de plus en plus engagée dans l'avenir de ses enfants, parce qu'elle a l'esprit ouvert. La vie économique, la plupart du temps, elle est dehors. Donc ça lui ouvre l'esprit, elle voit d'autres femmes, elle voit d'autres hommes, elle est ouverte sur le monde et cela lui donne plus d'options. Une femme qui est économiquement forte peut, dans une situation de violence, déjà mieux négocier le port du préservatif, ou enfin au cas où on a une situation de risque, par exemple par rapport au VIH. Elle peut aussi, lorsqu'elle est économiquement forte, avoir la possibilité de faire le choix de se retirer. Moi, j'ai eu des cas, par exemple, d'inceste, où la femme ne pouvait pas partir. Elle était obligée de rester parce que divorce signifiait vraiment une chute dans le niveau de vie qu'elle ne pouvait pas assumer parce que ses enfants étaient habitués à certaines choses qui étaient pourvues par le mari. Donc, une femme économiquement forte, c'est intéressant. Une femme aussi qui politiquement ne fait pas l'objet de violence est beaucoup plus forte. Et nous avons besoin des femmes puisque nous parlons d'une société qui tient compte des besoins spécifiques des femmes. Et cela se fait à travers la législation. Et les femmes qui siègent au Parlement, à l'Assemblée, les femmes qui ont la possibilité de diriger des structures, des entités, même dans le secteur privé, seraient normalement plus sensibles aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. Je vais essayer de détailler cela. En politique, 80% des femmes parlementaires sont victimes de violences. D'une façon ou d'une autre. Injures, menaces, etc. Et ça ne touche pas seulement les femmes pour lesquelles on vote. Ça touche aussi les femmes qui les aident et les femmes qui votent elles-mêmes. Souvent, on veut leur imposer des votes. Pourtant, ce sont elles qui s'occupent de la mobilisation et de la massification des militants. Les femmes le font très bien. Revenons à la politique, les chiffres nous montrent qu'il y a très peu, il y a peut-être 20% de parlements dans le monde qui ont prévu des dispositions spécifiques pour protéger les femmes contre les violences au sein de l'hémicycle, violences verbales, etc. Le cybersexisme, la violence à travers les réseaux sociaux contre les femmes, la suspicion systématique des femmes qui, elles, veulent aller à la conquête du pouvoir politique. Et je vais faire le lien avec le pouvoir économique. Pour aller à la conquête du pouvoir politique, il faut parfois, et même je dirais très souvent, un poids économique. Donc, si nous disons non aux violences faites aux femmes, nous gagnons sur le plan social, nous gagnons sur le plan économique, nous gagnons sur le plan politique, parce qu'on aura des femmes beaucoup plus fortes qui aideront à mieux gérer la cité. Je vous donne des exemples. Dans les années 2017, les postes qui étaient dévolus aux femmes, c'était plus des postes sociaux, dans ces domaines-là, dans les postes sociaux. Et on s'est rendu compte qu'on confie de plus en plus de postes au niveau du ministère des Affaires étrangères, comme c'est le cas au Sénégal, ou alors dans les domaines de la défense. Il y a de plus en plus de femmes qui sont chargées du portefeuille de la défense dans les pays. Et je dis souvent que c'est peut-être parce qu'ils feront parler leur cœur plus rapide, mieux que les armes, et qu'on aura peut-être un monde mais pourquoi plus tous pacifique. ces atouts que les femmes ont, qui participent au développement des pays, jusqu'à présent la violence persiste? Est-ce que c'est un système maintenu par les hommes ou c'est le système social, culturel qui fait que les femmes sont constituées? Il y a effectivement un contexte socio-culturel, il y a aussi des avantages qui sont déjà acquis.
aux hommes, puisque ce sont eux qui généralement sont en face des femmes, hein, lorsqu'on parle de pouvoir, hein, de relations de pouvoir, des avantages qui sont acquis par les hommes et qu'ils ne veulent pas ou très difficilement lâcher. Parce que le patriarcat, on est habitué, on est confortable avec ça. Mais moi, je dirais plutôt qu'on n'a pas suffisamment d'hommes qui défendent les femmes. Alors qu'il est clair que les femmes jouent un rôle très important dans la société, qui est reconnu. On dit quand un homme dit « Ah, attends, je vais aller discuter avec mon oreiller », en fait, il parle de sa femme, avec qui il va consulter et qui va lui donner les idées et l'aider à mieux organiser ce qu'il voudrait faire le lendemain. Et clairement aussi, les femmes s'occupent, d'abord elles sont reproductrices, elles ont un rôle reproducteur. Je dis souvent que ce sont les complices de la création. Et la femme est un produit extrêmement élaboré. Parce que bon, si nous sommes croyants, hein, et que nous disons que bon, la femme est tirée de l'homme, elle est tirée d'un être qui existait déjà. Donc elle est élaborée. La femme a une forte sensibilité et elle a la possibilité de gérer des situations complexes, de faire plusieurs choses à la fois. Donc généralement les femmes sont de bons managers. Il faut juste que les hommes s'en mêlent et qu'on sorte de l'impunité. Mais quel est le travail qu'il faut faire auprès des hommes pour qu'ils comprennent l'atout qu'ont les femmes? D'abord les sensibiliser, les aider à s'organiser. Les organisations le font. C'est un concept qui a déferlé sur le monde déjà il y a plus d'une décennie, je dois dire. Lui pour elle, l'homme qui aide les femmes, l'homme qui soutient la femme, l'homme qui est conscient que la femme est une aide importante avec laquelle il doit compter et qui vraiment, cette société qui lui tient tant à cœur, cet homme est capable de faire participer la femme et de la pousser afin qu'elle puisse réussir et qu'ensemble, ils puissent prendre soin de cette cellule familiale qui est le démarrage de la société. Mais justement, on a posé la question fondamentale, oui. La cellule familiale. Est-ce que dans nos pays, elle n'est pas en crise? Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation qu'on doit faire dans les familles est faite pour que la femme soit mieux considérée? L'impression qu'on a, c'est que le travail est divisé dans la famille, où on dit aux garçons, vous êtes en train de regarder la télévision, vous êtes le chef de famille, et que la fille qui est dans la maison, elle fait non seulement ses devoirs, mais elle est obligée aussi de faire un travail domestique. Ce sont des stéréotypes. Comment les changer? Il faut les changer déjà en expliquant l'avantage comparatif d'avoir des femmes et des hommes équipés, surtout dans un monde qui est globalisé, et où les femmes et les hommes ont besoin d'être autonomes. Vous avez donné l'exemple des tâches ménagères. Bon, il est important qu'un homme puisse s'occuper des tâches ménagères. L'homme très vite se retrouve seul, peut-être en études ou en train de travailler, il n'est pas encore marié, les gens se marient de plus en plus tard, il doit pouvoir prendre soin de lui et aussi constituer un atout dans sa maison, qu'il y ait au moins 2 têtes pensantes, par exemple, pour mieux manger, mieux respecter les règles d'hygiène, mieux gérer la maison, mieux négocier. Parce que souvent, on envoie les femmes aller négocier quand il y a des crises. Et les hommes restent dans leur rôle un peu belliqueux, etc. Ça, il faut que ça s'arrête. Parce que si nous voulons des sociétés en paix, nous devons vraiment échanger et que les atouts des femmes, les hommes puissent aussi en être conscients et en bénéficier. Et qu'il y a des atouts que les hommes ont, dont les femmes ont besoin, que ça puisse être aussi utile pour la société. Ça, c'est un point important. Mais les violences et l'éducation aujourd'hui, c'est un sujet très important. Parce que d'abord, les enfants, ils imitent. En tant que parents, on doit leur donner l'exemple. L'exemple de parents qui réfléchissent, posés, conciliants, qui sont en mesure d'analyser les situations posément, sans s'insulter,
sans se battre, parce qu'il y a d'autres solutions. Bon, alors, l'éducation est importante, le temps passé en famille est important. Parfois, ça nécessite des sacrifices qu'on n'est pas toujours prêt à faire parce que justement, cet équilibre homme-femme n'est pas là. S'il y a un équilibre et que chacun est rassuré dans le foyer, facilement, on sacrifiera certains aspects pour mieux s'occuper des enfants. Mais si chacun a peur que l'autre lui inflige une violence morale ou exagère sur ses prérogatives ou sur ses droits, il y a un problème. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous devons revenir sur nous-mêmes et nous souvenir que nous construisons la société et que nous rendrons des comptes pour l'éducation que nous aurons donnée à nos enfants. Vous avez beaucoup travaillé dans le domaine médical, justement, dans le domaine de la santé, pour aider, voir la violence qu'on exerce dans ce domaine-là, comment faire pour l'atténuer. L'actualité là, c'est concernant les sages-femmes de Louga. C'était estime que, au-delà du drame qui s'est déroulé à Louga, qu'il faut analyser la question dans les deux sens. Aussi bien celles qui soignent subissent de la violence que celles qui viennent se soigner subissent de la violence. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour créer une empathie entre ces deux parties? Il faut former. Je vais revenir d'abord sur la question des violences en vous disant que dans les structures hospitalières, il y a 4 types de violences. Lesquelles? Il y a les violences de la part des accompagnants. Il arrive que des accompagnants soient tellement violents que le personnel médical est sur la défensive. Il y a des personnes qui viennent se faire soigner, qui sont violentes, qui ne donnent aucun droit à l'erreur au personnel soignant. Il y a les personnes qui se font soigner, qui aussi sont parfois qui sont violentes, ça c'est clair. Le personnel médical, les personnes qui se font soigner, les accompagnants. Et puis il y a des violences qui sont dues parfois à l'organisation même, que j'appelle des violences institutionnelles. Où parfois il y a des malentendus, ou des personnes qu'on n'a pas, les relations ne sont pas faciles. Il y a parfois des non-dits, ça arrive, et il ne faut pas se le permettre. Ou alors des hiérarchies avec des dysfonctionnements, où il y a des déperditions d'informations, etc. Et je dirais que il faut former le personnel soignant, parce qu'on s'est rendu compte que les formations jouent un grand rôle. J'ai géré un projet, on a eu une augmentation de 40% de fréquentation d'un centre de santé, tout simplement parce que le personnel était mieux formé à l'accueil et, comme vous le dites, à manifester de l'empathie, à ne pas transposer les soucis de la maison au niveau du centre de santé. Une meilleure écoute peut changer les choses. Donc il s'agit d'une question d'éthique, de droits humains et de responsabilité. Donc il faut des stratégies au niveau des pays aussi pour mieux former, voir où sont les lacunes et comment justement aider à offrir un meilleur service. Ce n'est pas seulement des violences qui sont du fait du personnel soignant. Il faut qu'on comprenne cela. Il y a une question socioculturelle aussi, oui, vous l'avez soulevé. Il y a par exemple des pratiques socioculturelles qui sont dans notre manière de gérer les parturientes quand elles viennent accoucher. Parfois, hey, tu cries trop, une baffe, etc. Ça se fait partout, je veux dire, dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, on doit revenir un peu sur ces choses. Auditer un peu nos pratiques socioculturelles du point de vue de la santé, faire le lien et en profiter justement pour dire nous avons telle pratique, pourquoi? Pour quelle raison? Si la pratique a un volet néfaste, on s'en débarrasse et on garde le volet social qui est dans la pratique pour garder justement ces acquis socioculturels que nous avons. Ça, c'est important. Maintenant, si vraiment on arrive à négocier cela avec les femmes, les leaders, que les leaders religieux, parce qu'ils jouent un rôle très important,
Parce que nous, ce qu'on oublie, c'est que 82% de nos populations fréquentent les tradipraticiens, soit dans le cadre d'un itinéraire thérapeutique mixte avec la médecine moderne, ou alors exclusif. Donc il faut vraiment, et ça on ne sait pas encore le faire, c'est outiller les tradipraticiens pour qu'ils nous aident dans la sensibilisation, que ce soit au niveau de la santé, pour encourager le recours à la médecine moderne lorsqu'il le faut, mais aussi sur les comportements, sur les violences. Il y a une zone où j'étais sur un projet, on a diminué de 87% les violences, tout simplement parce que le leader religieux était impliqué. Il avait compris. Donc à chaque prêche, il expliquait que la violence économique, c'est empêcher à la femme d'aller faire ses consultations prénatales. C'est la priver de des ressources qu'il fallait pour une césarienne. La violence économique, c'est empêcher à la femme de manger correctement. Parce qu'on a vu qu'il y a des personnes qui, quand elles ont envie de manger de la viande, elles se cachent. Elles donnent des petites choses avec une faible teneur en protéines à la femme et aux enfants. Parce que, voilà, donc là aussi, les hommes, les chefs de famille ont un rôle très important à jouer en ce qui concerne les femmes, leur santé, éviter qu'elles aient des violences économiques, qu'elles ne subissent pas les violences physiques, les violences morales, psychologiques. Et voilà, donc ça c'est un sujet là au niveau de la santé. Psychologique après la violence. Exactement. Dans nos pays, les gens considèrent que aller voir un psychiatre ou bien un psychologue, c'est une affaire de toubab. Oui, c'est une grosse erreur et malheureusement, il y a deux problèmes. C'est qu'il y a cette perception du fait qu'on se dise c'est une affaire de toubab. On laisse les survivants de violences dans l'état où ils sont. Ils n'ont pas récupéré, certains ont besoin de réparation, on n'en tient pas compte, on ne leur donne pas l'appui qu'il faut, l'appui psychologique pour qu'ils puissent sortir du traumatisme. Il et elle, c'est les hommes et les femmes. Parce qu'un jour, j'ai entendu qu'il y a un homme qui disait, mais lui il est traumatisé, on veut le forcer à être polygame. Donc il considérait que c'est un traumatisme. Donc il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, ou bien qui sont victimes de violences par effet de résonance. La société met tellement de pression sur la femme que parfois elle libère la violence n'importe comment, ça peut tomber sur l'homme. Ça c'est autre chose. Mais juste pour vous dire qu'il y a une question de psychothérapie à laquelle on n'accorde pas assez d'attention. Deuxième, pour des raisons socioculturelles, pour des raisons de stéréotypes. Mais il y a une deuxième raison, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher, puisque ce sont des services à la personne qui sont individuels, ça prend du temps, il en faut beaucoup. Et il y a une stratégie que j'avais proposée quand j'étais à UNIFAM, c'est la prise en charge endogène. De permettre à des femmes leaders de former d'autres femmes à la prise en charge. Et que ces femmes-là puissent prendre en charge les autres femmes. Et l'effet de miroir permettait au moins aux femmes de voir ce qu'est la conséquence, ce que sont les conséquences des violences qu'elles-mêmes elles perpétuent dans les sociétés. Ce que moi j'avais vu et qui me choquait, c'est que c'était les femmes qui organisaient toutes les mauvaises choses que subissaient les femmes. Les choses néfastes sont elles qui organisent les mariages précoces, les mariages forcés, les mariages avec des écarts d'âge. Si elles ne sont pas là, ça ne peut pas se faire. Les mutilations génitales féminines, etc., etc. Et puis avec toutes les questions complexes au sein de la famille, c'est géré par les femmes. Et cette expérience a vraiment permis à des femmes de sortir plus vite de cette situation et de démocratiser, entre griffes, l'accès à la psychothérapie. On l'avait fait avec le professeur Serigne Mor Mbaye.
Et ça a très bien marché. Et moi, j'en parle parce que je me dis que j'ai monté cette association pour m'occuper des questions orphelines, des questions plus ou moins difficiles à aborder et sur lesquelles je me suis penchée, comme la question de l'impunité, celle de l'accès aux soins, celle de la protection des femmes contre les récidives de la part de leur bourreau, le renforcement des capacités économiques, tout le monde connaît, on sait que c'est important, il y a un lien très fort avec le bien-être de la femme, la psychologie, l'appui psychosocial avec la réhabilitation et l'éducation que vous avez abordée, celle des jeunes qui doivent être des agents de développement, qui sont conscients de ce qui se passe et qui aussi ont de bons parents comme exemple. Souvent on les accuse et tout, mais souvent on est absent aussi, ce qui fait qu'ils ne sont pas prêts, ils ne savent pas résister aux déviances. On sait ce qui s'est passé là dernièrement avec le DPP, qui était vraiment une humiliation, je pense. Hein. C'est assez difficile. Mais tout ça, c'est les jeunes et enfin le leadership et le développement personnel. Parce qu'il y a des femmes qui ont besoin d'être scolarisées. Et il faut s'y intéresser pour qu'elles puissent chanter la chanson qu'elles ont envie de chanter dans leur vie, qu'elles fassent les choses pour lesquelles, voilà, qu'elles puissent s'épanouir et fassent ce pourquoi elles ont des dons et des talents. Voilà, Madame Hortense Gabadigui, c'est ça, Hortense Bagadigi, consultante internationale, vous êtes sénégalaise, ancienne conseillère régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous avez été faite chevalier dans l'ordre national du mérite du gouvernement français pour vos 33 ans de présence dans cette lutte-là. C'était le 10 mai dernier. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV Question Direct pour parler d'un problème fondamental qui concerne tout le monde, ce sont les femmes. Il disait que les femmes sont la moitié du monde. Non, les femmes, c'est le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.